Bonsoir et bienvenue à la Fondation des États-Unis et à la Cité universitaire de Paris. Nous sommes le 1er février 2024 et je le dis simplement parce que nous sommes filmés ce soir. Je suis la directrice de la Fondation des États-Unis et je suis heureuse de voir ce grand salon bien rempli ce soir pour cet événement qui est en hommage à la restitution des biens culturels, d'une œuvre d'art en particulier dont on parlera ce soir, spoliée pendant l'ère nazie. C'est un hommage que nous allons rendre au travail de justice qu'est la restitution pour les familles spoliées et pour l'humanité tout entière. L'histoire du tableau qu'il s'agit de raconter ce soir est celle d'une œuvre néerlandaise spoliée en France au domicile d'une personne juive d'origine espagnole. La Cité internationale universitaire de Paris me semblait être l'endroit idéal pour rappeler l'histoire sur un campus qui, depuis 100 ans, presque 100 ans, défend avec ses maisons l'idéal de paix, de justice, de tolérance, d'égalité et d'amitié entre les peuples. Telles sont en effet les valeurs fondamentales de la Cité internationale universitaire de Paris. Cette soirée est sur le sujet de la restitution de la pénitente Madeleine, et cette soirée est née d'une rencontre et de plusieurs rencontres qui d'abord étaient professionnelles et puis qui sont devenues amicales. Une rencontre avec Raymond Dowd, avocat et professeur américain, et avec Charlotte Caron, avocate et ancienne élève de l'école de droit de la Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mon alma mater. Tous deux sont devenus des spécialistes de la restitution et des fervents défenseurs de la cause de part et d'autre de l'Atlantique. Le sujet, on en entend parler, le sujet n'est pas éculé, loin de là. Il s'agit au contraire d'actualité, puisque le sujet se renouvelle grâce à l'évolution du droit, grâce au combat pour reconnaître et réparer les exactions dont les familles ont été victimes, à l'instar de la famille de Lionel Hauser, qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui et ce soir présente avec nous. Et leur présence, je dois dire, ajoute de l'émotion à l'émoi que je ressens à l'aube de la conférence qui sera suivie d'un concert, et les deux seront filmés. Donc il faudra faire attention à bien éteindre vos portables. Il y a, après la conférence, un entracte à 19h15, et le concert qui suivra sera rendu possible grâce à la générosité, grâce au talent de la merveilleuse Diana Ligeti, directrice artistique des écoles américaines d'art de Fontainebleau. Pour la conférence, je me réjouis de la collaboration des universités de Fordham et de Paris 1. Je salue les personnes présentes de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je salue aussi Monsieur Antoine Godberg, conseiller et représentant du recteur de Paris-Île-de-France, Monsieur Querero, qui est aussi président du conseil d'administration de la Fondation des États-Unis. Je salue la présence des membres du conseil d'administration, Madame Marie-Pierre Stark-Flora, Messieurs Kiernan, Piré, Kiri et Thomas, qui sont avec nous aussi ce soir. Et pour le concert, je voudrais préciser que l'enregistrement n'aurait pas été possible sans le soutien des cabinets Caron, Dunnington et Barthelot, mais aussi celui de chefs d'entreprise de Siat Génie Climatique, Monsieur Audin, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, de France Rénovation, Monsieur Correa, qui nous fait aussi l'honneur d'être là ce soir. Donc j'en profite pour préciser que toutes nos activités ici à la Fondation des États-Unis sont gratuites et ouvertes au public.
La Fondation des États-Unis est une fondation reconnue d'utilité publique qui peut recevoir des dons pour soutenir toutes ses actions autour de sa mission, renforcer la coopération et l'amitié entre la France et les États-Unis, promouvoir les échanges, notamment universitaires, les rencontres scientifiques et culturelles, promouvoir, j'ai envie de dire, l'art et la culture depuis ce campus de la Cité internationale universitaire de Paris. Alors, je vais laisser tout de suite la place aux intervenants et nous allons accueillir d'abord Maître Raymond Dowd et ensuite Maître Charlotte Caron. Merci. Merci et bonsoir. My name is Raymond Dowd, and it's a real honor to be here at the Fondation des États-Unis, and thank you, Professor Joan Devol, for the warm welcome. And it's truly an honor to be on the stage with Maître Charlotte Caron, who I think is a true hero, and you will hear her story of just an extraordinary victory. So just to be on a stage with you is truly an honor. So thank you, and thanks for making it possible. Now, I wanted to just talk about this Nazi-looted art problem. And for many people, they think, well, this is a very old story, happened so many decades ago. Why are people complaining today? So I wanted to go over that and talk through some of the issues and why this is still important and maybe is becoming even more important as time goes by. And maybe instead of seeing fewer of these cases, as we all thought would happen, we actually may be seeing more in the future. So I want to start the story with three historical figures who had very different views on whether Jewish people, Holocaust victims, should be able to reclaim Nazi-looted art. Now, we'll start with Abraham Lincoln, who didn't have any views on the Holocaust, right? He died before World War II happened. But Abraham Lincoln, in April of 1863, passed Executive Order 100, known as the Lieber Code. And the Lieber Code made it illegal to loot the cultural property of the enemy in a time of war. So it was the first time that a nation state wrote down the law of war forbids looting private property and particularly artworks. Abraham Lincoln's vision was incorporated into international law in the Hague Convention of 1907, which was signed by the United States, France, and Germany. So from 1907 to the present, this Lincoln idea that you don't have a war to steal the cultural property of your enemy has been in our international jurisprudence. And we know that because it was tested at Nuremberg in 1946 when Nazis were tried and hung including for property crimes. So Lincoln's idea prevailed over Napoleon's view. What was Napoleon's view? War is wonderful. We invade somebody else, we sweep up all the cultural property that we can, and we celebrate.
So war was something to celebrate. Wars of aggression to obtain looted property were how one did business. And the spoils of war doctrine that Napoleon operated under were abolished, really, by the Hague Convention. Adolf Hitler, he came along after 1907, after international law forbid looting private cultural property. So when we talk about international law in the context of cultural property, the 20th century is different from the era of Napoleon or earlier eras. It's legally different. And so let's move forward. And I'm going to fast forward to a case that went to the US Supreme Court in 2004. Now, you may have seen this artwork, Woman in Gold. There's a film, Hollywood film called Woman in Gold, starring Dame Helen Mirren and Ryan Reynolds. And this work today is now at the Neue Gallery Museum in New York City. And it's as a result of a woman who tried to sue in Austria. They asked her for the full price of the painting to recover it. She didn't have the money, so her lawyer said, I'm going to sue in Los Angeles. And it went up to the US Supreme Court, and the US Supreme Court said the case can proceed. Austria agreed to an arbitration, and this magnificent work was restored to her, the claimant. January of 2024, just a few weeks ago, this work, Rue Saint-Honoré, après-midi, fait de pluie, a US court, and it's a work by Camille Pissarro, that's part of the French patrimony. This work was in a Spanish museum. Spain acquired it, called the Thyssen-Bornemisza Foundation. Spain acquired the artwork in the 1990s. Spain knew that the Baron von Thyssen came from a certain family of German arms manufacturers. And Spain didn't research the provenance of that artwork. The Jewish family claimed and lost. And the Spanish Museum was able to acquire the artwork through the doctrine of acquisitive prescription. That is, I take stolen art, I keep it for a certain amount of time, I claim I'm innocent, and therefore you can keep the art. So acquisitive prescription is a doctrine that's available in French law, in Spanish law, German law, Dutch law. And I would argue, and I do argue, that these doctrines of acquisitive prescription are a hangover from the Napoleonic era. And that this decision of a US court that permitted Spain to keep the stolen artwork is wrong. So I gave a lecture at the Sorbonne Law School yesterday on this topic. I'm quite passionate about it. And I think this is a really hot legal issue that we will be hearing more and more about. So what do I base my arguments on when I say that the families should have the opportunity in court to claim these artworks? So if we look at the Hague Convention of 1907, Article 56 of the Convention on Laws and Customs of War on Land says, all seizure of, destruction, or willful damage done to historic monuments, works of art and science is forbidden.
and should be made the subject of legal proceedings. Should be made the subject of legal proceedings. So, does this mean that Holocaust victim families can sue for artworks that were seized? I look at the plain language and say, yes. And if there's a civil code provision that says no, who wins? International law is superior to national regulations. So those European member states that use these doctrines to close the courthouse doors towards Holocaust-era claims, I think, are illegal. I made a similar argument before the New York Court of Appeals, in this case where I represented the Pergamon Museum. Pergamon Museum is owned by Germany. Germany was trying to claim this Temple of Ishtar artifact that had been looted. And guess what? Germany was trying to get it from a family of Holocaust victims in New York. Now, if you think of the political problems and the horrible choices that the judges had to struggle with, Germany against Holocaust victims. And the way I got involved in the case was representing families who I knew if Germany lost, these Holocaust victim families would never have their claims. Because if you have the rule of finders keepers, and you're able to cut off the rights of true owners, these claims will never be open. And we had Holocaust victim groups sign amicus briefs to support our position, and Germany was able to recover this tablet. And we established the principle that the courts are open for those who lost property to obtain justice. So if we could get justice for the Republic of Germany, why can't we get it for Jewish families? I represent the heirs of Fritz Grunbaum, and I got involved in 2005 in representing them. Fritz Grunbaum was the inspiration for the MC character in Cabaret. You may have seen the film or Broadway show. So he was very famous at the time. And after many years of travails of having the courthouse doors closed to us, we finally pried them open, and we were able to recover two artworks. One of them was Egon Schiller's Woman in a Black Pinafore. Another was Woman Hiding Her Face. And these artworks were auctioned at Christie's last fall. We persuaded, because we had a legal victory in a New York court, to get our district attorney to seize artworks on behalf of Holocaust victim family, the heirs of Fritz Grunbaum. Now, nowhere else in the world do government officials go out and help victims of Holocaust-era crimes, only in New York. And I've argued for years that this is a problem for police. So if you say, my car is stolen, the police will help you, right? But if you say, artwork that was stolen from my family 50, 60, 70 years ago, they say, go home. Nobody is interested. We don't care. But the crime is really the same, and there's not really that much difference between them, except that time has gone by. But remember, what does the international law say? International law says there should be legal proceedings. Very simple. It's right in the 1907 treaty. So when your policeman says there should be no legal proceedings, you can say, well, international law says there should be. So lawyers in the room, take note. There should be legal proceedings. So we were able to have the DA
seize these artworks, and they were auctioned at Christie's last November. And the works came from institutions like the Morgan Library in New York, the Museum of Modern Art, we had a few others. These two artworks, one comes from the Oberlin College in Ohio, the other from the Carnegie Institute in Detroit, will be auctioned this May at Christie's. This artwork that's at the Art Institute of Chicago, there's currently a huge controversy. The DA is fighting with the Art Institute of Chicago in criminal proceedings, and we are proceeding in civil proceedings against the University of Chicago, the Institute of Chicago, for this Russian prisoner of war. You should be reading about that in the newspapers in coming days. And we're suing Austria for these 12 works. This Dead City 3 was seized at the MoMA in 1998 by District Attorney Robert Morgenthau. And because the Grunbaum heirs were lost for a while and were later found, that Dead City 3 was returned to Leopold Museum in Austria, and the others all come from the estate of Fritz Grunbaum, and that case is now pending in the Southern District of New York, the federal court there. Here's some more of the artworks at both the Leopold Museum and Albertina Museum in Austria. And with that, I'm going to pass it to the star of our evening, Charlotte Caron. Thank you. Merci à tous déjà d'être venus ce soir et d'être parmi nous. Et merci surtout à Joanne Nfosi Denvol pour avoir organisé cet événement, nous donner l'opportunité d'évoquer ces sujets qui nous intéressent et à son équipe d'avoir tout organisé et d'avoir fait venir Raymond Daoud, qui est un éminent avocat à New York, et on est très chanceux de l'avoir ce soir parmi nous. On va revenir sur le cas de la Madeleine pénitente de Van der Werf, qui est un important cas pour mon cabinet, mais pas grand-chose par rapport à tous les cas que Raymond a pu remporter aux États-Unis sur la matière. Donc pour revenir dessus, on va revenir sur les faits. Il s'agit d'une bataille judiciaire d'une famille pour la restitution d'une œuvre qui a été spoliée par les nazis pendant la guerre. Et avant tout, quelques mots sur Lionel Hauser. C'était un banquier et amateur d'art reconnu, un économiste. Il représentait la banque Warburg & Co à Paris, et il est surtout connu pour être le cousin par alliance, ami et conseiller financier de Marcel Proust. On le connaît notamment des correspondances qui ont pu être échangées avec Marcel Proust, les lettres de Marcel Proust à son banquier, où celui-ci le conseillait sur ses investissements qui étaient parfois dénués de toute logique pour Marcel Proust. Et il était également amateur, collectionneur d'œuvres d'art et de confession juive. Il était aussi donateur des musées nationaux, puisqu'il a donné certaines de ses œuvres qui sont actuellement au musée du Louvre.
Alors, l'histoire commence en 1940, lors de son départ pour le sud de la France. Ça coïncide avec le 22 juin 40 qui correspond à l'armistice, le début de l'occupation de la France par l'Allemagne et les 3 et 4 octobre où on voit les premières lois antisémites qui sont promulguées. Donc à cette période, Lionel et sa femme Jeanne décident de quitter Paris pour rejoindre leurs enfants dans le sud de la France. Une sage décision qui leur sauva certainement la vie. Et ils avaient pris soin au préalable de faire entreposer l'intégralité de leur mobilier, de leur appartement, au sein d'un garde-meubles dans le 15e arrondissement, Raoul Gros-Piron, pensant tout récupérer à leur retour. Donc là, vous avez l'extrait de l'inventaire du mobilier qui avait été entreposé. Vous voyez, il y a vraiment tout. Hein. Ça va des chemises aux meubles de linge, de cuisine, de maison. Les œuvres, leur collection de livres, qui malheureusement, le 23 octobre 1942, ont été complètement pillés par les autorités d'occupation. Comment Lionel a découvert la chose? Il reçoit une carte interzone, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, du garde-meuble lui informant que malgré leurs plus vives protestations et réserves, il n'avait rien pu faire et que l'intégralité de son appartement avait été pillée par les nazis. Donc Lionel Hauser a fait preuve d'une grande stoïcité face à l'événement, n'a pas réagi, en tout cas des témoignages qu'on a pu lire de sa famille, et est revenu ensuite sur Paris. Donc parmi le contenu de l'appartement figurait une peinture d'Adriaen van der Werf datant de 1707. Adriaen van der Werf, c'est un peintre néerlandais spécialisé dans la peinture classique et donc une peinture qui représentait une madeleine d'environ 45 cm qui était représentée dans une grotte. C'est une scène biblique. Il en avait conservé, heureusement pour lui, parce que vous allez voir, c'est un détail qui a eu toute son importance pour la suite de l'histoire, 4 photographies. Et donc, quelques dates ensuite, avant que Lionel écrive aux différents organismes qui ont été créés à cette période. 1943, le 12 novembre 1943, c'est la promulgation de la première ordonnance du 12 novembre 1942 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous contrôle. À ce moment et à son retour à Paris, Lionel écrit au directeur de l'Office des biens d'intérêt privé, qui avait été missionné par cette ordonnance pour traiter ces sujets, pour lui adresser l'inventaire de son mobilier spolié. À cette époque, il n'y avait pas vraiment de mesures qui étaient prévues, mais on voit bien que son réflexe a été tout de suite d'effectuer des démarches pour signaler la situation. On lui répond, alors là, c'est cette lettre qu'on reproduit et que vous verrez peut-être ensuite, où il écrit que sur les indications d'une association dont il fait malheureusement partie, l'Association nationale des victimes de l'Allemagne de Vichy, il adresse l'inventaire du mobilier qu'on a vu avant et qu'il avait pris soin de rédiger à la main pour le signaler. Le directeur de l'office lui répond à cette époque qu'il convient encore d'attendre la parution d'un texte légal pour connaître les dispositions à prendre. Et ce texte, c'est celui qui fonde aujourd'hui encore toutes les actions qui sont possibles en France pour récupérer des biens spoliés. C'est l'ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle. Ensuite, l'Allemagne capitule.
Et c'est à ce moment-là où Lionel continue ses démarches en écrivant au président de la commission de récupération artistique, en réadressant la même liste de biens. Donc parmi ces biens, la Madeleine, mais d'autres tableaux également, toute une collection de livres anciens, l'intégralité du mobilier et les principaux objets artistiques dont il se rappelait, parce que cette liste, évidemment, c'est des listes qui sont faites de mémoire, donc c'est difficile d'avoir des indications exactes. Donc Lionel Hauser décède le 27 juillet 1958, sans avoir pu retrouver la grande majorité de ses autres biens, dont la Madeleine. Certains biens retrouvés en Autriche ont pu cependant lui être restitués en 47, 49 et 50. Il s'agissait de 2 tableaux, un magistrat à perruque de Grimou et un tableau représentant sa femme, Jeanne, de Villegas, une partie de sa collection de livres anciens et son piano à queue auquel il tenait beaucoup. Mais pour le reste, malheureusement, ça n'a rien donné. Il est décédé ensuite. En 2005, la Madeleine ressurgit lors d'une vente aux enchères organisée par une célèbre maison de vente à Londres. Donc l'œuvre a été vendue au préalable plusieurs fois. On s'en est aperçu par la suite, dans la parfaite ignorance des héritiers Hauser. Et elle a été vendue en 2005, alors même qu'elle était inscrite au répertoire des biens spoliés. C'est le répertoire qui identifie toutes les œuvres et biens spoliés, sans qu'aucune recherche sur la provenance n'ait été effectuée au préalable par la maison de vente aux enchères qui était pourtant tenue. C'est bien tout le problème. Donc, elle ressurgit une première fois en 2005 et en 2017, elle est de nouveau proposée à la vente par ce même vendeur de 2005 à la même maison de vente. C'est à ce moment-là que la maison prend contact avec les héritiers Hauser, en tout cas que la prise de contact intervient, non pas pour envisager une restitution, mais pour obtenir plus de précision sur l'œuvre et établir sa provenance avec davantage de détails. Évidemment, les héritiers Hauser ont tout de suite interrogé la maison sur les possibilités dans ce cas de figure. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc après 3 ans de discussion, et faute de parvenir à une quelconque proposition ou solution, les héritiers Hauser décident d'assigner la maison de vente pour obtenir la restitution de l'œuvre. Sans rentrer dans la lecture des articles de l'ordonnance du 21 avril 1945, ils fondaient essentiellement leur action sur ces dispositions, car cette ordonnance prévoit la nullité de toutes les ventes survenues postérieurement à la spoliation. C'est l'article 1. L'article 2, qui prévoit que lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend possession de ses biens avec ses droits, intérêts et accessoires. Donc au-delà de son bien, si le bien a produit des intérêts, il récupère également ces 2 points-là. Et évidemment l'article 4 qui prévoit que l'acquéreur et les sous-acquéreurs sont considérés comme des possesseurs de mauvaise foi. Donc ça ne fait pas partie de l'ordonnance mais de la jurisprudence, le fait que cette ordonnance n'institue aucune limite dans le temps puisqu'elle se borne à rappeler que les acquéreurs et acquéreurs sont des possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé. Donc, les difficultés qui ont été rencontrées par mes clients pendant cette affaire sont multiples. Pour en citer les principales, ils se sont tout d'abord heurtés à des difficultés probatoires. Ils ont été sommés de prouver leur qualité d'héritier, ce qui n'est pas évident. Donc, en produisant des arbres généalogiques, des actes de naissance, compliqués à retrouver pour des personnes qui sont décédées depuis longtemps, des extraits d'actes de mariage, des actes de notoriété pour les personnes décédées, ce qui incluait de retrouver les notaires chargés des successions de l'époque qui n'étaient pas toujours à
à Paris et aussi de prouver l'absence d'autres héritiers. Parce que Lionel Hauser avait eu 4 enfants, dont 2 décédés en bas âge, enfin un à 2 ans, l'autre à 16 ans. Et un des arguments de la maison était d'émettre la possibilité que celui décédé à 16 ans aurait pu avoir une descendance. Donc c'était pas évident. On s'est aussi heurté à des difficultés liées à la nationalité du défendeur, car la maison de vente était située à Londres. Donc bien évidemment, une fois qu'elle était sortie de l'Union européenne pour faciliter les choses, avec des délais de comparution plus longs, des modalités de signification plus compliquées et la nécessité de traduire l'ensemble des documents et des actes juridiques pour pouvoir initier l'action. Une autre difficulté, c'est l'anonymat de l'acquéreur de l'œuvre, puisque ça relève de la déontologie des maisons de vente qui refusent de dévoiler les identités de leurs clients, ce qui peut se comprendre, mais dans notre cas, ce qui nous a conduit à être dans l'impossibilité de pouvoir mettre le vendeur dans la cause, alors que c'était lui quand même le propriétaire. Et également un grand déséquilibre des parties, rien que pour supporter les frais d'avocat. Donc peut-être qu'avec un autre cabinet d'avocats, ça aurait été plus compliqué d'aller jusqu'au bout, mais également d'accès aux archives, puisque il y a beaucoup de progrès, je pense, par rapport à avant, avec des archives qui sont désormais numérisées et accessibles depuis un ordinateur, mais pour la plupart, il faut quand même se déplacer en allant soit à la Courneuve, soit dans d'autres endroits, donc c'est pas aux Archives nationales, ce qui n'est pas évident, et la durée de la procédure, puisque une personne morale n'a pas les mêmes contraintes que des personnes physiques. On a malheureusement perdu un des héritiers aux heures pendant la procédure, il y a 2 ans, jour pour jour. Donc ça montre que ce déséquilibre, il n'est pas que financier, il y a aussi cette compression du temps qui pose difficulté. Pour revenir rapidement sur les principaux arguments qui ont été soulevés par la maison de vente, il s'agissait de contester la compétence du tribunal judiciaire, donc essayer d'argumenter en disant qu'il était incompétent rationnel et loti, en raison de la nationalité du défendeur et de la situation géographique de l'œuvre, de l'incompétence rationnelle et matérielle. Donc là, on rentre plus dans des considérations techniques de juristes, puisque dans la durée de la procédure, on a eu une réforme qui est venue supprimer par un décret la procédure qui permettait de saisir le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'ordonnance de 40, ce qui a donné lieu à un avis de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 retenant la possibilité de toujours saisir ce tribunal, puisque sinon on se serait trouvé dépourvu de juridiction compétente. La prescription de l'action, puisque la maison de vente se fondait sur le droit anglais et indiquait que en Angleterre, le détenteur d'une œuvre est considéré de bonne foi à partir du moment où il a acheté le bien depuis plus de 6 ans, ainsi que la forclusion de l'action. La maison de vente indiquait que Lionel Hauser n'aurait pas agi en justice avant le 31 décembre 1951, ce qui correspond à la date limite prévue par l'ordonnance pour pouvoir agir sur le fondement. En l'occurrence, c'était compliqué d'agir à l'encontre de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, faute d'avoir pu faire mieux. Vous avez vu l'ensemble des démarches qu'il s'était empressé de faire à son retour. On ne voit pas bien ce qu'il aurait pu faire de plus. Bon, et l'absence de qualité, de défaut à agir des héritiers Hauser. On a quand même réussi, après 3 ans de procédure, à obtenir gain de cause et un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui est venu constater la nullité des ventes successives de l'œuvre
mais également qui a ordonné à la maison de vente de remettre aux héritiers Hauser l'œuvre dont elle était détentrice sous astreinte de 500 € par jour de retard, ce qui peut chiffrer et être ainsi contraignant. Et ça, c'est là où cette décision est plutôt inédite, c'est qu'elle a aussi ordonné la communication par la maison de vente, dans la mesure où elle en avait connaissance, bien sûr, de l'identité complète du détenteur actuel, la localisation géographique précise de l'œuvre, l'historique complet des ventes, le montant total qu'elle a perçu au titre de la vente de 2005, sous astreinte. Donc ça aurait pu rester une belle décision qui n'aurait pas forcément permis de revoir l'œuvre, mais avec la bonne volonté de la maison de vente, on a quand même fini par obtenir la restitution. Donc en juillet 2023, l'œuvre a été restituée à ses légitimes propriétaires.